Bien, bonjour à tous et à toutes. Je vais partager mon écran tout de suite, donc ça va me prendre un petit peu de temps. Me dira Viviane si ça fonctionne bien. Tout à fait. C'est bon. Je vais peut-être arrêter ma vidéo d'ailleurs. Comme ça, c'est plus simple. On voit mon écran normalement. Hop. Alors, c'est un truc qui vient au mauvais endroit. Voilà. Voilà, on va commencer immédiatement, du coup, cette intervention que j'ai intitulée Pour un humanisme numérique à l'école. Je remercie l'AFEF de m'accueillir pour cette présentation. Je suis Jean-Michel Lebeau, certains me connaissent peut-être, peut-être pas tout le monde. J'enseigne le français au lycée de l'Iroise à Brest. Je suis aussi formateur dans l'Académie de Rennes, formateur en particulier aux usages pédagogiques du numérique dans le cadre d'un grand projet académique qui s'appelle le Living Lab Interactique et qui en particulier chapeaute des coopératives pédagogiques numériques dans chaque département pour tisser des dynamiques d'innovation sur tout le territoire breton. Je suis aussi membre de l'Association française pour l'enseignement du français, que vous connaissez tous et toutes, puisque vous êtes là ce jour, c'est que vous suivez l'activité, la riche activité de cette association. Quelques mots peut-être avant de commencer en guise de préambule pour éclairer aussi peut-être le titre de cette intervention qui ne sera pas une intervention théorique. Je ne suis pas un théoricien, je ne suis pas un chercheur, je ne suis pas un universitaire, je suis un enseignant, donc ce serait une intervention plutôt de pratique réflexive plutôt que de théorie. J'en ai emprunté le titre à un ouvrage célèbre de Milad Douei. J'espère qu'il ne m'en voudra pas s'il dès qu'il tombe sur cette vidéo, sur cette présentation. C'est un hommage, c'est un clin d'œil aussi à ce penseur très, très important, à cet ouvrage essentiel qui est paru déjà il y a une dizaine d'années, en 2011. Et je me suis permis de pirater la couverture du livre et de transformer le titre pour en faire pour un humanisme numérique à l'école. C'est un ouvrage qu'on n'aura jamais fini, je pense, de relire et qu'il nous faudra sans cesse prolonger, sans cesse actualiser. C'était tout le sens sans doute de cet ouvrage fondamental. Quelques mots à ce sujet, au sujet du contenu de ce livre, peut-être avec un petit florilège de citations qui permet de contextualiser un petit peu la question qui nous intéresse aujourd'hui. Le terme d'humanisme numérique peut être perçu par certains comme un oxymore, tant il est facile sans doute de s'en tenir à des oppositions brutales, caricaturales entre l'homme et la machine, tant il est facile et tentant de nourrir des fantasmes, qu'ils soient technolâtres ou technophobes, les fantasmes de l'intelligence artificielle, du transhumanisme, pour prendre des expressions qui aujourd'hui sont devenues à la mode. L'humanisme numérique, comme le rappelle Miladouei, loin d'être un oxymore, cela doit être perçu d'abord comme une possibilité offerte de convergence, comme pour reprendre ces mots, entre notre héritage culturel et une technique, dit-il, entre un héritage culturel, entre une culture d'une part qui est celle de l'imprimé, la culture née avec Gutenberg, celle qui a diffusé le livre, la lecture, répandu des idées nouvelles, fait advenir peu à peu non seulement ce qu'on appelle communément l'humanisme, mais notre perception de la littérature qui date peu à peu de cette époque, en tout cas qui advient peu à peu avec cette époque, notre sacralisation du livre aussi, avec sa majuscule malarméenne,
notre sacralisation de l'auteur, considéré comme un génie inaccessible et lointain, tel que nous le vénérons, tel que l'histoire littéraire nous a appris à le vénérer. D'une part, donc, cette culture de l'imprimé, qui est notre culture fondamentalement de prof de français, et d'autre part, la culture numérique, celle qui naît avec une autre innovation technologique, non plus l'imprimerie, mais les ordinateurs, Internet, les objets mobiles. Cette culture numérique qui démocratise, elle, encore plus que la lecture, l'écriture elle-même, puisqu'elle permet désormais, elle invite désormais chacun d'entre nous à écrire chaque jour sur ces objets connectés. Cette culture numérique qui transforme nos façons de lire, d'écrire, d'apprendre, de nous relier aux autres, de construire notre identité. Les citations 2, 3, 4 là, qui figurent sur cette diapo que j'ai choisie pour vous soulignent combien le terme d'humanisme numérique signifie aussi un désordre, une déstabilisation des espaces lettrés et savants, dit Milad Douei, tant il transforme, pour reprendre ces mots, les pratiques courantes, tant il transforme les lieux, les temps, les modalités de l'apprentissage, voire, comme il le dit dans la dernière citation, les objets de savoir eux-mêmes, les objets du savoir eux-mêmes. En ce qui nous concerne, c'est par exemple l'avènement d'œuvres littéraires qui sont nativement numériques et qu'il va bien falloir un jour ou l'autre aussi intégrer à nos corpus de textes. D'où d'ailleurs, à cause de cette de ce désordre, peut-être la crispation des programmes de français au lycée dernière version, on ramène la discipline menacée peut-être à ses fondamentaux, pour reprendre notre expression à la mode, c'est-à-dire des programmes rétrogrades qui justement viennent sacraliser la littérature patrimoniale, qui mettent en avant des pratiques désuètes, des programmes dont on peut considérer qu'ils sont sans doute, comment dire, dont l'obsolescence est programmée, va-t-on dire, mais en attendant, tout le monde souffre. Alors disons-le clairement, le terme humanisme numérique doit plutôt alors apparaître comme un défi, un vrai défi, tant il s'agit pour moi de dépasser les oppositions et les peurs qui génèrent des impasses, tant il s'agit de chercher à relier, à réconcilier les cultures jusqu'à les revitaliser l'une et l'autre, l'une par l'autre. Alors c'est l'objet de l'intervention de ce jour à ma modeste échelle, celle de l'école, celle du lycée en particulier, où je travaille. Alors, en gros, pour résumer, je pense qu'il n'y a pas de meilleure d'image plus parlante, en tout cas, que celle que je vous présente là. J'imagine qu'il y a beaucoup de professeurs de français là réunis ce soir, et cette image leur parle, nous parle. Il s'agit bien de relier de façon caricaturale le Lagarde et Michard aux tablettes numériques. C'est une diapo un peu provocatrice, qui est autobiographique d'ailleurs, hein. C'est l'histoire de ma vie et celle de beaucoup d'entre nous, je pense. J'ai été nourri au biberon du Lagarde et Michard, avec ce que cela implique, comme je disais tout à l'heure, de représentation de l'histoire littéraire, de représentation même de la littérature, de rapport sacralisé au livre, de didactique aussi, de l'explication de textes. Et me voici dans un temps, depuis déjà plusieurs années, où l'essentiel de mes activités de lecture et d'écriture, de lettrure, dirait Emmanuel Souchet, l'essentiel de mes activités, donc celle de mes élèves aussi, désormais elle se fait sans doute en dehors des supports papier, même si je continue évidemment à lire du livre imprimé, mais l'essentiel de mes activités se fait sur écran, PC, tablette, smartphone. Alors cette diapositive, cependant, précisons-le tout de suite, elle est caricaturale, elle est biaisée, elle semble poser la question sous l'angle des outils. Le livre, la tablette, ce ne sont que des outils. Le livre aussi n'est qu'un outil. Alors que la question telle qu'on doit la poser, me semble-t-il, est culturelle et donc pédagogique. Il ne s'agit évidemment pas de numériser le Lagarde et Michard, ou d'ailleurs tout autre manuel, peu importe,
pour le diffuser via des tablettes, ce qui serait d'un intérêt, je crois, dérisoire. Il n'est qu'à voir d'ailleurs le peu de succès des manuels numériques pour s'en rendre compte. Cependant, cette image, je crois, résume notre problème de professeur de lettres. Est-ce qu'on peut continuer à transmettre de la même façon la littérature qui est née du livre, qui s'est déployée grâce au livre, à une génération qui est déjà passée de l'autre côté, à une génération d'après le livre, pour reprendre un autre titre, le titre d'un ouvrage de François Bon. Est-ce qu'on ne doit pas chercher à exploiter de nouveaux supports, imaginer de nouvelles pratiques pour donner aux élèves, évidemment toujours, le plaisir et l'intelligence du travail littéraire de la langue? Alors, nous sommes nombreux à agir en ce sens depuis des années, et j'imagine qu'il y en a plusieurs ici présents ce soir. Alors, c'est ce que moi j'essaie modestement de mettre en œuvre dans le cadre d'un projet que vous connaissez peut-être ou pas, qui s'appelle Ivoix, que je mène dans mon lycée avec mes élèves de première depuis maintenant une bonne douzaine d'années. Ce projet Ivoix, c'est un projet numérique autour de la littérature. C'est un blog à la base. Vous avez là son adresse, ivoix.net, un site donc internet de lecture et d'écriture, de création et d'échange autour de la littérature pour résumer sa nature. Tout au long de l'année, les élèves y publient, ce n'est pas moi qui publie, ils publient des articles d'écriture, d'appropriation des œuvres littéraires qu'ils explorent dans le cadre du programme de français en première, qu'il s'agisse d'œuvres étudiées ou d'œuvres explorées en lecture cursive. Alors, c'est aussi par ailleurs un échange e-twinning entre mes élèves au lycée des Rois à Brest et des élèves qui apprennent le français en Italie, à Livourne, d'où sur le logo du projet la présence à la fois de Dante et de Rimbaud. Je ne vais pas parler aujourd'hui du tout de la dimension e-twinning du projet, qui est très très intéressante et très édifiante aussi. Alors j'ai coutume, il m'arrive parfois de dire que mon métier a changé. Je ne suis plus professeur de lettres, mais je me fais designer d'expérience de la littérature et du numérique. C'est une boutade, évidemment. C'est pour me moquer sans doute un petit peu de moi-même. En fait, l'essentiel, c'est la citation d'un écrivain que j'aime beaucoup, Georges Perros, qui est en épigraphe de ce projet Ivoix. Écrire ne saurait être qu'un acte de fraternité avec la poésie de ses semblables. Georges Perros a écrit cette phrase bien avant le numérique et il me semble qu'elle est riche de défis toujours actuels, peut-être encore plus au moment du numérique. Alors, ben, c'est juste pour tirer un petit bilan. Là, ça date de 2008, comme vous le voyez. J'ai essayé de prendre les chiffres les plus récents. On en est à 28 500 articles écrits par les élèves sur le blog au fil de ces années, plus de 20 000 commentaires, près de 3 millions de visiteurs. On devrait dépasser ça avant la fin de l'année scolaire, puisqu'il y a à peu près 1000 visiteurs chaque jour qui viennent découvrir les propositions créatives des élèves. La dynamique du projet, pour tout vous dire, elle me dépasse complètement. Je n'aurais jamais imaginé quand je l'ai lancé qu'il y avait chez des élèves d'aujourd'hui une telle envie de lire, d'écrire, de partager leurs impressions autour de la littérature et de faire vivre des créations numériques. Le fait que le projet se prolonge d'année en année, je n'arrive plus à l'arrêter, montre sans doute aussi la solidité de ce qui se joue ici. Alors, ce que je vous propose durant cette visioconférence, c'est d'aller explorer quelques exemples de pratiques de la littérature, de pratiques numériques de la littérature, telles que durant ces années, j'ai pu les tenter, les tester dans ce qu'on pourrait appeler le scriptorium numérique Ivoire. Alors, il ne s'agit pas d'ériger ces pratiques en tant que modèle, en tant que bonne pratique, entre guillemets, à imiter. Il n'y a pas de bonne pratique, mais il s'agit plutôt de donner des idées, des envies et d'envisager de façon artisanale le champ des
possible. Alors, c'est ce qu'on va voir, ce sont des écritures numériques d'appropriation, comme je le disais. Les écritures d'appropriation, les programmes de français au lycée les appellent de leur vœu, mais globalement, tous ceux qui sont professeurs au lycée le savent, globalement, les programmes nous empêchent presque de les mettre en œuvre, ils nous y incitent et ils nous empêchent de le faire, tant les programmes sont lourds, tant il y a retour à des formats scolaires d'écriture traditionnels, tant il y a réduction des évaluations et donc des pratiques aux activités de glose, qu'elles soient écrites ou orales, tant il y a par exemple l'interdiction d'apporter à l'oral de l'EAF les écrits d'appropriation pour l'entretien où pourtant on est censé témoigner de son expérience de lecteur d'une œuvre. Enfin bref, il y a beaucoup de, comment dire, d'empêchements. Faisons de la résistance, dirais-je. Je pense que l'essentiel, c'est d'essayer de se glisser dans les interstices et de prendre les programmes au mot parce qu'il y a des choses malgré tout à faire. Alors, on va souligner d'ailleurs tout de suite aussi un point commun, les différentes expériences que l'on va regarder ensemble. Elles montrent des mutations majeures de l'écrit à travers ces nouveaux supports, c'est que le texte désormais cesse d'être enfermé dans les livres. Le lecteur peut désormais déplier, continuer, augmenter, relier l'œuvre à sa guise. Alors, chiche, allons ouvrir les œuvres avec les élèves. On va aller regarder quelques pratiques. Oups, pardon, je reviens à mon diaporama, excusez-moi. Hop, j'en suis sorti. On va regarder quelques exemples. Alors, j'aurais pu en choisir bien plus, évidemment, mais j'ai choisi quelques exemples qui me semblent assez édifiants. On va regarder ce premier exemple. C'est un exemple autour de la poésie, un exemple de variante autour des sonnets de Louise Labbé. C'est une expérience ludique qui part d'un nouveau fake que nous avons inventé, une infox autour d'une écrivaine qui est l'objet déjà de bien des rumeurs et des manipulations dans l'histoire littéraire, Louise Labbé, comme vous le savez, puisque certaines contestent même le fait qu'elle ait écrit ses œuvres. Eh bien, figurez-vous qu'à Brest, il y a quelques années, il y a une de mes élèves qui a découvert dans une malle du grenier de sa maison, à Brest, donc, un recueil des sonnets de Louise Labbé, manuscrit, et choc dans une version différente de celle qui avait été publiée par Jean de Tourne en 1555 à Lyon. Alors évidemment, nous avons choisi de publier, de diffuser ces sonnets qui étaient encore inconnus des spécialistes. Bien sûr, là est le fake. Il s'est agi pour les élèves en fait d'écrire ces variantes des sonnets. Je vous montre là juste un exemple avec à gauche le sonnet 23 de Louise Labbé tel que publié en 1555 et à droite le sonnet tel que nous l'aurions censément retrouvé dans ce manuscrit inconnu. La variante, donc, vous avez en rouge les éléments qui sont modifiés par rapport au texte officiel, comme vous le voyez, donc, vous voyez le vers 7 et ma mort qui devait être honorée, par qui devait être honoré devient et ma mort est mort par qui devait être salué, etc., etc. Le premier travail des élèves, évidemment, ça a été de créer ces variantes, de créer ces modifications. Il s'est agi pour eux de s'ajuster au sonnet initial, au thème, à la thématique, donc déjà de comprendre le poème initial, de s'ajuster aussi évidemment au principe de la versification, règle de la versification, d'écrire en décasyllabes, de respecter le système des rimes, etc. Et puis, je les ai invités à écrire, et c'était la partie la plus intéressante peut-être du travail, à écrire des annotations, à mener un travail de glose,
mais un travail de glose ludique, du coup, et ludique, savoureux, pour commenter, expliquer les modifications entre la version originale telle que publiée par Jean de Tourme et la version que eux avaient retrouvée. Alors vous voyez là donc à gauche, cette fois-ci, les notes écrites évidemment par les élèves. Donc vous voyez par exemple une élève qui explique pourquoi le mot honoré de la version publié, eh bien, il y a une autre version avec saluer. Dans la version manuscrite apparaît le mot saluer. On comprend que Louise Labbé lui est préféré honorer pour l'allitération en R qu'il renforce pour éviter la redondance qu'instaure le double sens de saluer, égale valoriser, honorer, mais la mort égale le salut. Alors, il y a des choses assez drôles, hein, notamment, donc, c'était le buste de ta réglisse, où l'élève évoque un lapsus de Louise Labbé. Il y a un commentaire, long commentaire sur le mot joug, le joug du vice, un commentaire qui entre dans la psychologie de Louise Labbé de façon très très intéressante. On va prendre le temps évidemment de tout lire. Et voici encore d'autres annotations sur les derniers éléments du poème. Pourquoi le mot ami est devenu le mot amant? Pourquoi qu'autant que moi tu souffres de martyr est devenu que plus que moi tu souffres de martyr, avec des explications assez savoureuses et sur le fond et d'ailleurs sur la forme, puisque les élèves soulignent des jeux de sonorité par exemple. Alors, ce travail me semble assez facile à mettre en œuvre sur bien des textes, pas simplement sur Louise Labbé. Il révèle, je pense, quelque chose d'important dont parle précisément Milad Douéhi dans son ouvrage. Il parle, Milad Douéhi, d'un imaginaire lettré, hérité de nos pratiques savantes, désormais à la portée de tous. Je crois effectivement que le numérique facilite clairement l'annotation, mais des annotations qui ne seront plus faites par messieurs Lagarde et Michard, faites par les élèves eux-mêmes. Le numérique démocratise les scolies, les marginalia. Il donne la possibilité à chaque élève de se faire, là, dans une activité comme celle-ci, un peu poète, mais aussi expert et même éditeur, puisque nous avons publié en ligne les textes de Louise Labbé, les variantes de Louise Labbé. Voici donc un premier exemple. On va regarder un deuxième exemple. Alors, ce sont des selfies de poèmes que nous pratiquons d'ailleurs sur Ivoire depuis plusieurs années autour de poètes divers et de recueils divers. L'idée m'est venue quand on a commencé à travailler sur Apollinaire, qui précisément cherche, enfin célèbre dans son recueil L'alcool, les prospectus, les catalogues, les affiches, qui transforment à son époque à lui, au début du XXe siècle, les supports de l'écrit jusque dans les rues de la ville. Eh bien, nous avons la modernité poétique d'Apollinaire au programme de première. On s'est posé donc ce défi, et si comme lui, on allait vers les nouvelles formes d'écriture, jusque d'écriture de soi, jusque d'écriture de soi sujet lecteur, par exemple en exploitant pédagogiquement le selfie, si décrié comme chacun sait. Et si on faisait donc du selfie un nouveau format d'appropriation des textes littéraires. Alors le défi, nous l'avons relevé. On va aller voir quelques exemples sur le blog lui-même, sur Ivoire, il y en a plein, je pourrais choisir. En gros, comment ça s'est passé? Les élèves devaient donc créer un selfie de poèmes. Ils devaient choisir dans le recueil un poème de leur choix, un poème qu'ils aimaient particulièrement, puis créer une image qui servirait d'autoportrait à ce poème. Attention, c'était bien précisé qu'il s'agissait d'un autoportrait plutôt symbolique, métaphorique, d'une image suggestive plutôt que référentielle, plutôt qu'informative. Et puis, il devait publier un article avec ce selfie du poème, un article qui devait comprendre une citation du poème, l'image selfie et un texte d'explication.
comme c'est un selfie, c'est le poème qui parle et qui devait expliquer pourquoi moi, ce poème, suis-je un des poèmes les plus beaux du recueil. Chaque élève devait choisir ses vers préférés dans le poème et donc le poème devait dire, les vers devaient dire pourquoi moi, nous, vers, nous sommes les plus intéressants de ce poème. Et puis, le poème devait expliquer son selfie, le commenter, qu'ai-je voulu exprimer sur moi à travers cette photo. Alors ça, c'est un exemple hein, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, c'est le poème Marie-Sibylle de Guillaume Apollinaire qui parle à travers évidemment la plume, si j'ose dire, d'Hélios, un de mes élèves. Moi, Marie-Sibylle d'Alcool dirait, sans chercher à me vanter, je lis avec vous, seulement dans un but d'honnêteté que je suis le plus beau poème du recueil, peut-être même de la langue en toute modestie. Alors, évidemment, c'est très, très drôle, c'est plein d'autodérision, et vous voyez que l'élève est en train d'expliquer, en fait, le poème, en tout cas, comment il l'a ressenti, comment il l'a compris, mais sous une forme créative qui est bien loin de la rhétorique du commentaire tel qu'on le pratique au bac de français. Alors, l'élève en question, en plus, avait fait quelque chose que je ne demandais pas, mais c'est toujours intéressant quand on suscite la créativité des élèves que de voir combien celle-ci n'a pas de limite. Il a même écrit et composé un selfie musical, puisqu'il joue de la guitare, et donc un petit morceau de musique, je ne sais pas si vous l'entendez, inspiré par le poème lui-même. Vous avez ensuite les vers du poème qui ont donc été choisis par Hélios et qui explique son choix. Le selfie visuel à proprement parler, ce qui était le point de départ, l'image donc que Hélios a choisi pour représenter le poème et le texte d'explication qui explique clairement, soigneusement tous les détails. Il s'agit aussi sans doute d'apprendre à écrire avec de l'image, ce qui est évidemment un petit peu hors de notre champ de professeur de français, mais qui me semble être devenu assez intéressant. Et tous ceux qui, parmi vous, l'ont testé, sans doute, l'ont réalisé. Alors, ce sont des selfies de poèmes, il y en a plein, hein, qui sont très, très variés, souvent très intéressants. Ce qui se travaille ici, c'est la relation entre le texte et le lecteur, bien entendu. Ce qui est reconnu et favorisé, c'est le regard porté par l'élève, sujet-lecteur sensible et réflexif à la fois, parce qu'il faut cesser aussi peut-être d'opposer les deux au point ici, à travers ce selfie, au point que l'altérité du poème vienne nourrir sans doute la propre intériorité du lecteur lui-même. On va aller regarder un autre exemple de création numérique autour de la littérature. On va regarder cet exemple. Ce sont des journaux vidéo de personnages. Journaux vidéo de personnages que j'ai réalisé cette année, il y a quelques semaines, autour d'une pièce au programme du Français en première, que vous connaissez sans doute, la pièce de Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde, dont nous avons lancé l'étude en lançant cette écriture d'appropriation collaborative. Alors vous le savez peut-être, c'est le travail de Lagarce lui-même qui fait advenir le format de ce dispositif pédagogique d'appropriation, puisqu'en 1992, Jean-Luc Lagarce a réalisé lui-même un journal vidéo sur 2 années de sa vie, depuis précisément la découverte de sa séropositivité jusqu'au séjour à Berlin où il a écrit la pièce Juste la fin du monde. Les élèves vont s'inspirer du journal vidéo de Jean-Luc Lagarce, dont nous avons regardé et analysé quelques extraits, pour écrire, eux, les journaux vidéo des personnages de la pièce Juste la fin du monde. Alors, le sujet de la pièce inspire aussi la problématique du dispositif d'appropriation. Comme vous le savez aussi sans doute, dans la pièce, le héros, Louis, est revenu dans sa famille pour leur annoncer sa mort prochaine et irrémédiable, comme il le dit, mais il n'arrive pas à exprimer ce qu'il est venu dire.
Et donc, le dispositif ici a pour but de se demander s'il est plus facile de dévoiler ce qu'il y a de plus intime en soi par la vidéo plutôt que par les mots, ce qui était déjà un petit peu le cas de Jean-Luc Lagarce. Le travail pose la question ainsi de la pudeur ou l'impudeur, pour reprendre le titre d'un autre journal vidéo des années SIDA, celui d'Hervé Guibert. Alors, des stories, des vlogs, des youtubeurs, les lycéens niveaux se sont ainsi fait vidéastes littéraires pour donner une représentation inédite de la pièce. Alors, les élèves ont travaillé par groupe autour du journal vidéo d'un personnage de leur choix. Ils ont choisi quelques passages de la pièce précis et ils s'immiscent dans ces scènes pour créer en images, en texte et en voix le monologue intérieur d'un personnage qui choisirait de se filmer après la scène en question. Les productions sont travaillées en groupe volontairement pour favoriser ici échanges, interactions sur les personnages, sur leurs relations, sur les enjeux de la pièce, sur les processus de création eux-mêmes. Le montage a été fait avec un outil que vous connaissez peut-être qui s'appelle Adobe Spark Video, parce que c'est un outil très simple d'appropriation. On va regarder un petit bout de ce que ça donne. J'espère que vous allez entendre. Peut-être que si j'en parle, il sera C'est le heureux. journal de Catherine, la petite Oui, sœur. si je le dis, cela détendra l'atmosphère. Que puis-je faire de plus? Je ne le connais même pas. Je veux qu'il ait envie de voir les enfants. Non, en fait, je veux lui redonner l'envie, tout simplement. Il faut que je tienne la conversation. La conversation, les autres ne feront que l'envenimer. Il a l'air intéressé. C'est normal, après tout. C'est sa famille. La famille. Me considère-t-il ainsi? D'un autre côté, l'inverse serait compréhensible. Les relations ne sont pas bonnes, et Antoine paraît le détester. Non, il ne l'aime juste pas beaucoup. Mais il ne veut même pas me dire pourquoi. Et pourtant, Suzanne le regrette, mais le sujet n'est jamais abordé. N'en parle-t-il pas parce qu'ils ne me font pas confiance? Alors, on ne va pas regarder en entier la vidéo, bien entendu. Le travail mené est passionnant à tous les niveaux et c'est le cas pour toutes les vidéos qui ont été créées par les élèves. Je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais quand j'ai lancé la chose et j'étais évidemment très agréablement surpris, enchanté et même, pour tout vous dire, par moments bouleversé. Quand on lance des travaux créatifs de ses élèves, c'est toujours intéressant d'avoir comment dire, notre relation au travail de ses élèves aussi, qui est de dire autre que de dire c'est bien ou ce n'est pas bien, mais dire c'est beau, d'être ému, d'être bouleversé par les créations en question. Depuis Véronique Larrivée, on sait combien le journal de personnages, en particulier quand il est conçu en groupe, comme ici, favorise engagement dans la lecture, empathie fictionnelle, pour reprendre ces mots, verbalisation et structuration des interprétations, expérience aussi de l'altérité, puisqu'on non seulement on s'identifie, mais on devient le temps dans ce journal intime un autre que soi-même. Alors, quand il se transforme en journal vidéo, comme ici, ce qui faisait l'originalité du dispositif, on perçoit combien il développe aussi des compétences d'écriture numérique et combien il ouvre aussi une réflexion sur la question des frontières de plus en plus ténues, entre, de plus en plus créatives aussi, entre vie privée et vie publique, la question de l'extimité, pour reprendre un mot qu'on entend souvent, devenu central dans la vie Internet, dans notre vie Internet, où l'image en particulier invite au jeu esthétique et impudique de la vérité et du mensonge, comme dans la pièce, comme dans ses créations d'élèves. On va aller regarder un autre exemple de proposition d'appropriation numérique. C'est ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle sur Ivoire des voix mêlées.
Les voix mêlées, en fait, ce sont des créations polyphoniques et multimodales. Ça a l'air un petit peu ambitieux et prétentieux comme cela, mais vous allez voir qu'en fait, que c'est tout simple et c'est très facile à transférer à tous les niveaux. Pour le coup, cette année, nous avons travaillé avec et autour d'un poète contemporain qui s'appelle Stéphane Bouquet et qui écrit ceci. Je crois qu'il est urgent de repenser le rapport de propriété que les écrivains ont à ce qu'ils écrivent. Mon texte, mon livre, mon titre, ce sont quand même des processus problématiques. Mon appartient toujours aussi à quelqu'un d'autre. Et pour moi, professeur, j'espère que ce quelqu'un d'autre, évidemment, c'est l'élève. L'élève, pardon. Alors, il s'agit de s'inspirer de ces réflexions pour aller jusqu'au bout de l'écriture, du geste d'écriture d'appropriation, pour faire du texte un texte véritablement coécrit et par l'auteur et par le lecteur qui vont mêler leurs voix. Alors, comment ça fonctionne? En fait, nous sommes allés regarder des œuvres poétiques numériques contemporaines. Alors, on va pas peut-être en regarder beaucoup, on a un petit peu de temps, peut-être une ou deux un petit peu, mais ça pourrait être l'objet d'une autre intervention de la FEF que de partir à la découverte de ces œuvres numériques contemporaines. On peut aller regarder, puisque ça c'est très rapide. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout ce style d'œuvre, cette œuvre de Julien d'Abrigeon, Proposition de voyage temporel dans l'infinité d'un instant, je viens de l'ouvrir, hein, donc je viens de lancer et vous la voyez devant vous. J'ai juste à cliquer, hein, là je ne fais rien, j'ai lâché les mains et tout ceci est en train de défiler sous vos yeux tout seul, sans mon intervention, sans que je joue avec ma souris. Et vous voyez que donc, ce qui s'est inscrit, c'est la date. Et puis à la fin du poème, il y a cette phrase qui vient, fin de cette page qui vient de se figer. Julien d'Abrigeon, pardon, proposition de voyage temporel dans l'infinité d'un instant, poème inédit pour l'internaute visitant cette page à 18h12 le mercredi 6 avril 2022. Si je retente l'expérience dans 3 minutes, l'heure aura changé. Si je retente l'expérience de lecture demain, la date aura changé. Nous avons ici affaire à une œuvre qui change à chaque fois que le lecteur intervient sur elle, d'une œuvre qui est l'objet de la performance du lecteur lui-même. On peut regarder un petit peu peut-être une autre œuvre de Florence Joux, une œuvre en réalité collective, parce que beaucoup de ces œuvres font appel à des interventions non seulement d'écrivains ou d'écrivaines, mais aussi des vidéastes, des photographes, des musiciens, des concepteurs graphiques. Alors, c'est en train de partir. Elle est au printemps. J'espère que vous entendez. Passe en revue au loin. J'aurai plus de temps, mais j'aurai le temps de vivre. Au loin, depuis une butte, en forme de bulle. Elle est au printemps. Elle passe en revue au loin, depuis une butte, en forme de bulle. Où un danseur endiablé, à la chemise serrée, pense et chasse sa prochaine prise. La bouche s'avale. Les bouches se fondent jusqu'à la disparition. Les traces filées du rouge. Le travelling n'a pas lieu. Personne ne filme, sauf elle. Elle est au printemps. Alors, on ne va pas regarder évidemment en entier cette œuvre, la lire en entier, l'écouter en entier, puisque c'est une œuvre multimodale qui utilise et les mots et le son et l'image. Les élèves ont été particulièrement sensibles à cet aspect multimodal. Les élèves ont été sensibles aussi au fait que l'écriture, le texte cesse d'être linéaire dans une œuvre numérique semblable, qu'il devient spiralaire et fragmentaire, qu'il invite à d'autres circulations sur la page de l'écran. Alors, on s'est dit qu'on allait s'inspirer de ces œuvres pour écrire à notre tour quelque chose qui soit une œuvre numérique, à la fois polyphonique et multimodale. Alors évidemment, je ne suis pas informaticien, je n'avais pas la capacité d'aller
créer des œuvres pareilles avec mes élèves. Donc, qu'à cela ne tienne, hein, on a choisi de le faire malgré tout. On a utilisé un outil que vous connaissez, je pense, beaucoup d'entre vous, qui s'appelle Genially, qui permet de faire de l'image interactive. Les élèves ont été invités à choisir un poème, à prendre une photo inspirée de ce poème, à choisir dans le poème en question 5 fragments, 5 bouts de vers, 5 vers, ça dépendait, qui leur plaisaient particulièrement, et à imaginer 5 nouveaux fragments, 5 nouveaux vers, à les écrire, des bouts de vers inspirés du poème qu'ils avaient choisi. Ces fragments, ils devaient les mettre sur leur image interactive Genially. On va regarder un exemple pour que vous compreniez bien à quoi ça ressemble. Alors là, c'est pas sur Stéphane Bouquet, c'est sur un poème d'Apollinaire qui s'appelle Mélancolie. Il y a la voix, j'espère que je vais pouvoir lancer le son. Mélancolie. Toc toc, il a fermé sa porte. Les lys du jardin sont flétris. Quel est donc ce mort qu'on emporte? Sait-il seulement qu'il est parti? Tu viens de toquer à sa porte. C'est du ciel qu'il te sourit. À toi la jeune fille accorte. Maintenant tu rêves et chéris cette rencontre que la mort reporte. Et trotte, trotte, trotte la petite souris. Bon, vous avez compris le principe, hein, c'est moi qui étais avec ma souris en train de passer sur les onglets, les éléments interactifs que l'élève a proposés sur l'image. Et elle a en plus proposé une lecture avec un ordre de son choix, donc des fragments en question. Je ne sais plus qui a écrit quoi. Je ne sais plus ce qui a été écrit dans les fragments qu'on vient de lire et d'écouter, ce qui a été écrit par Apollinaire, ce qui a été écrit par Adèle, par mon élève. Alors, on pourrait en lire, en regarder bien d'autres, peut-être un autre exemple, toujours Apollinaire, tiens, celui-là que j'aimais beaucoup dans mon souvenir, je n'ai pas lu, l'année dernière, il date de l'année dernière, c'était Harlequin par Louane, et voici sa voix mêlée, Kavli, je passe la Frôlé par les souris. ombres de la mort, sur l'herbe où le jour s'exténue, sous la lune crochue, l'Arlequine s'est mise nue. Et dans l'étang mire son corps, aux mille reflets d'or. Un charlatan crépusculaire vante ses... Alors, on va pas regarder en entier, elle a même, elle, rajouté une page sur le diaporama Genially avec le poème qu'elle a écrit, complète, qui a été, enfin les vers en tout cas, qui sont de sa composition, et le poème qui mélange le texte d'Apollinaire et son propre texte. Alors vous voyez bien les intérêts, je pense, de cette écriture qui est à la fois créative, immersive et interventionniste. Il s'agit de faire sortir la poésie du livre, de la faire sortir même de soi. Il s'agit d'éclairer de l'intérieur du poème ce que le poème nous dit, ce que le poème me dit, jusqu'à entremêler, bien entendu, la voix du lecteur et celle de lecteur. Et il s'agit bien entendu aussi d'expérimenter de nouvelles formes de textualité numérique différentes de celles qu'on a l'habitude d'explorer en classe. Voix mêlée, ce système-là de création polyphonique avec Genially me semble transférable sur bien des poètes et je pense à tous les niveaux, pas simplement en première. Ça fonctionne. On va regarder un autre exemple d'activité numérique, d'appropriation. Et cette fois-ci, c'est l'adaptation d'un roman sur un réseau social. C'est une pratique que j'ai menée sur plusieurs romans avec différents réseaux sociaux. L'exemple que je vous montre, c'est autour de L'étranger de Camus. Les élèves
cette année-là, ont prêté au héros du roman de Camus, Meursault, un smartphone carrément, pour qu'il publie des posts, des publications sur Instagram tout au long de son parcours romanesque. Alors, on peut aller les regarder. Regardez ce que cela donne, si ça ne prend pas trop de temps à charger. Les élèves ont travaillé en groupe. Chaque groupe prenait en charge un chapitre de la première partie et un chapitre de la deuxième et devait publier une dizaine dans mon souvenir, de posts, à chaque fois avec une image, c'est le principe d'Instagram, et à chaque fois avec un système de hashtag pour que j'arrive à bien repérer où on se situait, et à chaque fois avec une légende, et aussi des hashtags. Aujourd'hui, maman est morte, j'ai reçu un télégramme de l'asile de Marengo, hashtag mort, hashtag maman, hashtag date peu claire, hashtag non-sens, hashtag pff, hashtag ivoire, hashtag l'étranger. Poste suivant de Meursault. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron pour aller à l'enterrement. Je lui ai même dit ce n'est pas de ma faute, il ne m'a pas répondu. Hashtag patron, hashtag temps de travail, hashtag culpabilité, hashtag fautif, hashtag je n'aurais pas dû m'excuser, hashtag ivoire, hashtag l'étranger. Ici, 3e poste, c'est plutôt au patron de présenter ses condoléances, mais il le fera sans doute après-demain quand il me verra en deuil. Hashtag ivoire, hashtag l'étranger, hashtag deuil, hashtag jour de congé, hashtag somme, hashtag attente. Alors, on va pas évidemment regarder tout le travail mené par les élèves, qui est évidemment très, très intéressant. Mais je vais peut-être, comme ça me permet de reposer un petit peu ma voix, laisser les élèves eux-mêmes en parler. Vous me direz si vous entendez mal, parce que c'est une vidéo réflexive qu'ils ont faite autour de leur travail où ils expliquent leur démarche et ce que cela leur a appris. J'espère que vous allez entendre. Comment faire vivre un personnage de roman? Comment par le numérique éclairer sa personnalité? Qu'est-ce que le personnage de nous-mêmes et de nos propres usages du numérique? Toutes ces questions, nous les avons soulevées dans un projet original. Réécrire via Instagram le parcours du héros de l'étranger d'Albert Camus. Sur le réseau social Instagram, un compte a été créé pour chacun des 11 chapitres du roman. Chaque groupe a pris en charge un chapitre pour rendre compte de l'essentiel par une dizaine de photos légendées. Une visite de l'exposition de l'artiste contemporaine Babès Rambaud nous a permis de réfléchir sur la notion d'image mentale. Nous nous sommes ensuite mis au travail. Relecture du roman, échange dans les groupes, prise de photos originales ou transformation de photos trouvées sur le web, publication sur Instagram. Une séance de pratique réflexive a finalement eu lieu sur le travail mené. Elle nous a conduit à tirer de cette expérience plusieurs enseignements, sur le personnage lui-même, sur le roman, et même sur nos propres pratiques d'Internet. D'abord, notre travail montre combien Meursault est avant tout un regard. Meursault préfère observer plutôt que parler, penser, agir. Il est spectateur de sa vie et de celle des autres. Il regarde les événements se dérouler devant lui. Passif, il attend sa mort. Meursault semble être étranger au monde de par son incapacité à participer à ce qui l'entoure. Meursault est un homme qui n'énonce jamais ses idées sans preuve. Par ses observations, il montre combien il est en quête de la vérité, combien il cherche à dire ce qui est. Le regard des autres sur sa personne est aussi important. C'est comme s'il se sentait persécuté. C'est ce jugement des autres sur lui qui finira par le condamner. Meursault analyse d'ailleurs le monde sans se dévoiler. Il préfère regarder plutôt qu'être regardé. Un signe de sa pudeur ? Meursault regarde le monde comme si le monde était un spectacle. Camus dénonce une société qui repose sur des rituels, des artifices, des stéréotypes, des faux-semblants. Tout n'est qu'apparence et rien n'a de sens. Notre travail montre aussi l'importance des sensations pour Meursault. Ces sensations sont diverses. Tactiles, auditives, gustatives, olfactives. Des sensations reviennent. La chaleur, la brûlure, le froid, le bourdonnement humain, l'isolement, le plaisir du goût. Le personnage de Meursault montre ici son humanité. Meursault ressent quelque chose, il n'est peut-être pas si insensible que ça. Meursault est surtout un corps.
il ressent des sensations plus que des émotions. On ne va pas regarder toute la vidéo réflexive, mais je voulais vous montrer un petit peu parce que ce qui est important, c'est moins le contenu que la démarche des élèves qui ont d'abord créé, participé à une œuvre créative et collective, puis qui ensuite font l'effort de revenir pour prendre de la distance par rapport à leur travail et pour aller chercher des éléments d'analyse autour du personnage, autour de l'écriture aussi de Camus. C'est ce qu'ils vont démontrer ensuite et nous vont expliquer combien c'est eux-mêmes qui notamment ont dû expliciter les sentiments de Meursault, notamment avec un mode d'écriture assez nouveau, les hashtags, aussi d'ailleurs, comme certains l'ont fait, je ne l'avais pas prévu à ce moment-là, à travers des émoticônes, et combien ils ont réhabilité Meursault comme un être, un personnage qui éprouve des sentiments, mais qui a la pudeur de ne pas les exprimer, de les révéler dans le roman. Ils ont aussi, juste, on regarde un petit peu, donc là c'est des sentiments de Meursault. Si je vais un petit peu plus loin, ils se sont comment dire, intéressés aussi à leurs photos elles-mêmes pour essayer de comprendre combien dans leurs photographies il y avait souvent des figures de style, des figures de rhétorique, des hyperboles, des métaphores, des métonymies. Alors ils expliquent, hein, je passe là le texte, la voix pour aller plus vite, des synecdoques, des oxymores, des allégories, etc. Et ce qui est intéressant, du coup, on va peut-être juste prendre le temps de, voilà, d'écouter un petit peu leurs conclusions. Désormais se construit aussi en ligne parce que nous y révélons de nous-mêmes. D'une certaine façon, chaque jour sur les réseaux sociaux, chacun se donne à voir moins comme personne que comme personnage dans un roman collectif en train de se tisser, chacun devient auteur de lui-même. En témoigne cette photo où l'une d'entre nous se met en scène dans la cour du lycée pour se comparer à Meursault sur le banc des accusés, pour suggérer combien l'école aussi peut être un tribunal absurde. Nous sommes invités par le numérique à un travail d'invention de soi et de stylisation de soi. Le projet a amené chacun à devenir Meursault, à devenir sinon totalement l'étranger, du moins quelque peu étranger à lui-même. C'est dire si l'invention de soi passe par l'exploration de l'autre, par l'expérience de l'altérité. Le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux. Marcel Proust. Alors évidemment, c'est un travail assez remarquable. C'est un travail collectif, hein, y compris dans sa dimension réflexive. Vous les voyez là, les élèves au travail. Ce sont leurs propres analyses et qui ont été synthétisées dans ce diaporama et dans cette vidéo que l'on vient de voir pour produire donc le travail réflexif de la classe. Et comme vous voyez, on passe d'un travail réflexif sur l'œuvre, un travail réflexif sur le numérique lui-même, sur la culture dans laquelle nous sommes, avec cette invitation, cette très belle invitation que formulent les élèves eux-mêmes à l'invention de soi, la stylisation de soi. On va regarder, si vous le voulez bien, un dernier exemple de pratique de classe, d'écriture numérique d'appropriation. Ce sont des e-tombeaux de personnages, c'est comme ça qu'on les avait appelés. Ces e-tombeaux de personnages, c'est un travail que j'ai mené il y a 2 ans maintenant, je crois, au moment où il y avait au programme de français en première la pièce de Racine, Phèdre. Les élèves avaient lu en lecture cursive une autre tragédie, entre guillemets, contemporaine de Wajdi Mouawad, que vous connaissez sans doute, Incendie. Ce sont 2 œuvres qui nous confrontent à la tragédie et au tragique, et c'est ce qu'il s'agissait d'explorer, d'aborder à travers ce travail d'écriture d'appropriation. Alors, dès le début de la séquence, une séance a lancé le travail d'appropriation captive en commençant par rappeler ce qu'est le tragique, la présence de la fatalité, bien entendu, ce qui en constitue le ressort principal, comment on se débat avec un destin tracé d'avance, ce qu'il rapproche de notre condition humaine, comment vivre avec la mort comme issue inéluctable. Et nous avons aussi immédiatement souligné combien la mort à l'âge d'Internet transforme sa présence en parcourant quelques pages web qui montrent combien se développent de nouveaux services funéraires en ligne.
des pages hommages aux disparus, des sites mémoriaux, des tombes connectées via QR code. Je ne sais pas si vous connaissez ce système, c'est né aux États-Unis, évidemment, ça n'est pas encore très répandu en France. Le clonage même est évoqué par certains. Alors les questions ont fusé évidemment du coup chez les élèves. Est-ce que nous sommes condamnés à hanter le web après notre mort, à devenir des fantômes d'Internet? Quels usages mémoriaux d'Internet pouvons-nous imaginer pour nous approprier et pour réorganiser les traces d'une personne disparue? La mission collective a alors été tracée, réaliser un tombeau numérique qu'on a appelé un e-tombeau pour les différents personnages des 2 pièces lues, des pièces de Jean Racine et de Wajdi Mouawad. Chaque élève devait produire plusieurs articles sur le site Ivoire, soit des traces numériques laissées par le personnage lui-même et retrouvées après sa mort, par exemple des posts sur les réseaux sociaux, des petites annonces, les commandes qu'il avait passées sur Amazon, les sites qu'il avait pu consulter, soit des éléments partagés en ligne par des proches à la mémoire du personnage après sa mort, aux raisons funèbres, des enregistrements de sa voix sur des sites mémoriaux, des sites commémoratifs, par exemple. Alors, je vous montre quelques exemples de production d'élèves. Elles sont en ligne sur Ivoire, évidemment. Il suffit de chercher les e-tombeaux sur Ivoire pour les retrouver toutes. Là, c'est quelques exemples. À gauche, vous avez les traces de la compte Instagram de Thésée. Alors, on a juste la page d'accueil. À droite, Fed, figurez-vous, avait même créé un compte sur Mythique pour trouver la passion, et les élèves ont retrouvé, créé bien entendu, sa trace. Des conversations SMS aussi ont été piratées sur les smartphones entre les personnages avec des explications. Ici, vous avez des fichiers audio retrouvés sur les smartphones avec la voix des personnages, des confessions audio des personnages, des aussi messages de personnages laissés sur le répondeur d'un autre personnage, mais qu'on a gardé évidemment comme témoignage précieux de sa voix. Des élèves ont produit de la musique en hommage au personnage. Arthur, là en haut, on le voit jouer un morceau de musique de Woodkid et s'est fait YouTuber pour le partager sur YouTube en hommage à un personnage de Wajdi Mouawad. Notre personnage a créé une playlist sur Spotify pour les obsèques de Phèdre. Il y a même eu, figurez-vous, des élèves qui ont créé des cagnottes en ligne pour les personnages, par exemple pour la famille de Thésée qui était en grande souffrance morale à la fin de la pièce, comme chacun sait, qui avait besoin de soutien, etc., 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 des fausses épitaphes sur des tombes des personnages. C'est un travail jubilatoire, vraiment jubilatoire, hein, qui s'est prolongé là aussi par un atelier d'écriture réflexive avec une série de questions posées aux élèves sur le travail qu'ils avaient mené, des questions diverses, qui éclaire déjà l'intérêt, je crois, d'une approche numérique du littéraire, comme on le voit à travers ces extraits de propos d'élèves que j'ai sélectionnés. On ne va pas prendre le temps de les lire dans le détail, mais les élèves soulignent combien le travail a favorisé chez eux une compréhension plus profonde des personnages, c'est ce que souligne Miliane, par exemple, à gauche, combien aussi il œuvre à amplifier son pouvoir de vibration, de façonnement, jusqu'à développer une sensibilité morale, c'est ce qu'exprime Yuna ici, pour susciter l'empathie aussi. Combien l'œuvre vient développer, favoriser les plaisirs du processus d'actualisation, du travail en réseau, de la vérité qui émerge petit à petit, une connaissance évidemment plus précise des pièces elles-mêmes, un déplacement, une transformation du regard. Yuna le dit ici, hein, créer un enregistrement de la voix d'Arissi m'a fait prendre le parti d'un Thésée coupable, ce qu'à la lecture je n'avais pas envisagé. L'intérêt aussi de prolonger l'écriture créative par l'écriture seconde, par l'écriture de commentaires, pour dépasser la lecture passive, pour observer les œuvres d'un autre point de vue. C'est intéressant, dit Iliana, par exemple, d'aller lire
pour elle, c'est intéressant d'aller lire les travaux de ses camarades publiés en ligne, justement pour déplacer son regard sur la pièce. Alors, j'ai essayé aussi de leur poser des questions pour favoriser une approche littéraire du numérique pour qu'ils s'interrogent sur leur propre pratique numérique. En particulier, au cœur de ce projet, il y avait une réflexion à mener sur la question de la mort à l'âge d'Internet. Nourrie de cette expérience, parfois d'ailleurs complétée, enrichie par la lecture d'analyses de sociologues, les réponses témoignent toutes d'une prise de conscience renforcée de ce qu'on pourrait appeler l'hypermnésie du web, un gain de lucidité. Le stockage post-mortem des traces génère d'ailleurs chez beaucoup d'élèves des inquiétudes, voire de la révolte, comme vous le voyez dans ces extraits de leurs réactions, parce qu'il y a risque de fausses informations, c'est très dangereux, dit l'un, c'est d'une morbidité effrayante, il n'y a plus de possibilité d'oubli, dit quelqu'un d'autre, contre quelle disparition allons-nous lutter? Je trouve glauque que l'on puisse continuer de voir mes posts alors que je suis morte, dit une élève. Et puis, il y a aussi chez certains plutôt un regard favorable porté sur cette évolution. Ils se réjouissent parfois d'un gain d'immortalité. Internet permet de ne jamais oublier quelqu'un, d'une diversification aussi des supports de mémoire, d'une démocratisation même du souvenir, puisque, dit un élève, au Moyen-Âge, les traces, c'était simplement celles ce qui était recueilli pour les grands personnages, les hauts personnages. Désormais, n'importe qui peut laisser trace de son passage sur la Terre. Et puis, surtout, ce qui me semblait très intéressant et très important, c'est combien la prise de conscience vient responsabiliser, combien elle paraît susceptible de se transformer en acte, en vigilance accrue. Pour quelques-uns, le travail créatif qui a été mené dans le cadre de ce projet scolaire a même engendré le projet de continuer à livrer des traces personnelles de sa créativité pour qu'elle subsiste bien plus tard. C'est ce que disent certains élèves là. Alors, pour faire le bilan de ce projet, je crois qu'il a permis de recueillir et de fortifier les traces laissées par les œuvres dans la mémoire des élèves, et les traces laissées par les élèves d'ailleurs aussi dans les œuvres elles-mêmes. Il montre combien le travail numérique de la littérature peut conduire les élèves à une conscientisation, à une réorientation de leur propre pratique numérique. Au bout du compte, ils ont confronté, comment dire, leur propre finitude à l'infini du web, et compris, je crois, combien le tragique réside désormais dans la fatalité moins de la disparition que dans la fatalité de la permanence, celle de nos traces numériques amenées à nous survivre, avec, je l'espère, un peu d'esprit de résistance que le projet aura amené à construire, un peu d'emprise, un peu de combativité. Il s'agit, c'est une phrase de Louise Merzot que j'aime répéter parce qu'elle me semble essentiel, d'apprendre aux élèves à anticiper le devenir trace de sa présence en ligne. On va conclure, le temps passe, et puis je vais vous laisser un petit peu de temps quand même pour poser des questions ou réagir à mes propos. Alors, quelques mots en guise de conclusion pour revenir sur cette question de l'humanisme numérique qu'on évoquait en préambule. Il nous invite, on le voit, je crois, à un devoir d'imagination pédagogique, mais c'est un devoir de continuité plus que de rupture, c'est en tout cas comme ça que je l'envisage. Notre défi d'enseignant, c'est-à-dire de passeur de littérature, c'est de concevoir, d'inventer, d'orchestrer la réconciliation entre les cultures, la culture littéraire, la culture de la littérature, la culture du livre et la culture numérique qui est sans doute désormais celle dans laquelle nos élèves baignent davantage. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Pas mal de choses, je crois. Il nous reste, je crois, un gros travail pour relier les approches didactiques et numériques.
ceux qui ont commencé d'ailleurs à faire certains ouvrages, certains séminaires aussi, pour penser au séminaire PNF, les rendez-vous des lettres, il y a quelques années, les pages lettres du café pédagogique, chaque semaine témoignent aussi d'activités, de projets de collègues qui vont dans les mêmes directions. Les Yann Lettres, plusieurs d'entre eux, sur leur site académique, publient des projets qui vont dans le sens de ce que je vous ai montré aujourd'hui. Ça veut dire quoi, relier les approches didactiques et numériques? Ici, je vous ai mis une photo avec 2 ouvrages fondamentaux, mais qui sont un petit peu éloignés de ce point de vue. D'un côté, un dictionnaire de didactique de la littérature qui est paru l'année dernière, qui est essentiel, qui fait le point sur toutes les notions et toutes les approches fondamentales en ce qui nous concerne. Et de l'autre, un ouvrage qui est paru aussi l'an passé sur le numérique comme écriture. C'est un ouvrage universitaire de recherche. C'est le lien entre les deux qui m'intéresse, pour peut-être numériser un peu plus la didactique. Le numérique, on l'a vu, appelle à renouveler les exercices canoniques du français, comme l'explication de texte, le commentaire, la dissertation. Il facilite et il réinvente les écritures d'appropriation, d'intervention, d'actualisation, de création, tout ce dont on parle dans ce dictionnaire de la didactique. Le numérique favorise la construction de l'élève, on l'a vu à plusieurs reprises, comme sujet lecteur, comme sujet écrivant, comme sujet parlant, comme sujet pensant. Alors, ma question, c'est qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour mettre tout ceci en œuvre massivement dans les classes? Je crois aussi qu'il nous faut didactiser le numérique. Le chantier, de ce point de vue, reste encore très ouvert. Il est mené essentiellement dans le supérieur par des chercheurs en humanité numérique, en sciences de l'information et de la communication, en sémiologie, mais il ne touche guère encore le secondaire. Alors, ce domaine reste à travailler. Une grammaire des écrits d'écran, par exemple, reste encore à construire collectivement pour favoriser chez les élèves à la fois la maîtrise de ces écrits d'écran et une réflexion critique sur les écrits d'écran, et d'ailleurs tous les enjeux économiques qu'il y a aussi derrière, les enjeux politiques même qu'il y a derrière. Deuxième défi, je pense, c'est sortir de la culture du papier. C'est la culture de l'école. Et je crois que le décalage devient de plus en plus difficilement supportable entre, d'un côté, nos pratiques d'écriture réelle, qui sont aussi celles des élèves, et de l'autre, les normes scolaires, les supports de travail, les modes d'évaluation qui sont les nôtres. Juste un détail, par exemple, mais ce n'est pas un détail, c'est un article de notre collègue Françoise Cahen, qui peut être là, je ne sais pas, qui est membre de la FEF aussi, sur son blog il y a 1 an ou 2, qui m'avait frappé. Elle demandait pourquoi dans les copies d'élèves, on ne permet pas au bac aux élèves de mettre des titres et des sous-titres. Ce que nous pratiquons tout le temps désormais quand nous écrivons avec du numérique, quand nous préparons nos cours, quand nous faisons un diaporama, quand nous faisons un article sur notre blog ou sur notre site internet. Pourquoi cette interdiction demeure-t-elle encore ? Alors, cette culture du papier, ce culte du papier, même pourrait-on dire, c'est la culture de la société tout entière, pas simplement de l'école. Il y a quelques jours, rapportant une étude du Centre national du livre, Le Monde titrait « La lecture s'effondre chez les adolescents ». Télérama, la même semaine, avec un titre d'ailleurs qui était pour le coup à l'envers de celui du Monde, mais Télérama parlait aussi de la concurrence des écrans, on met des guillemets, et tout le monde relayait une énième fois l'opposition entre le livre papier et les écrans numériques. D'un côté, le livre, c'est le bien, les écrans, c'est le mal. Alors, ma question est bête, elle est collective. Quand les adolescents sont sur Internet, pourquoi ne considère-t-on pas qu'ils sont aussi en train de lire? Quand les adolescents interrompent la lecture d'un livre papier pour lire ou écrire un SMS, ce que déplore ici, par exemple, Télérama, mais ils sont dans une activité d'écriture, ils sont dans une activité double de lecture et d'écriture, ils sont dans une activité de lettrure. Pourquoi ne la prend-on pas en considération ?
Quand on souligne, comme souvent, l'influence d'Internet, avec des guillemets, c'est dans l'article de Télérama qui est là, et donc l'illégitimité des lectures d'adolescents, pourquoi? Est-ce que c'est pour regretter la perte d'autorité de l'école? Alors c'est cette culture du papier, je crois, ce culte du papier qu'il va falloir petit à petit, je crois, dépasser. Nous avons enfin comme défi travaillé de nouvelles compétences parce que cette vision du monde a un terrible pouvoir d'empêchement. Elle nous empêche de faire un travail devenu essentiel, par exemple d'apprendre à mieux lire le texte d'écran. Et c'est une tâche complexe, c'est une tâche plus complexe qu'on ne le pense, André Tricot l'a bien montré. Cela suppose des compétences délicates à maîtriser et ça implique d'apprendre à l'école, à naviguer sur une page Internet ou d'une page à l'autre pour prélever des informations, pour les comprendre, pour les valider, etc. Ce qui est à apprendre aussi, c'est le copier-coller, par exemple, ce qui suppose bien autre chose que de savoir utiliser les touches CTRL-C, CTRL-V. Ça suppose d'apprendre à rechercher, à sélectionner, à citer, à sourcer, paraphraser, reformuler, relier, mixer, transformer, recréer, diffuser. Ça suppose de dépasser à l'école la stigmatisation du plagiat pour travailler les bonheurs de l'intertextualité et de l'innutrition, ce qui était déjà les bonheurs de Montaigne ou de Rabelais. Il y a aussi, je crois, à apprendre de nouvelles stratégies, des gestes d'écriture, puisqu'avec le numérique, on l'a vu, on est passé d'une écriture linéaire à une écriture plus spiralaire, d'une écriture à processus, à une écriture à programme, susceptible de se projeter dans un temps long, comme de faire retour sur elle-même par des corrections de type couper, déplacer, insérer, etc. Tout ceci reconfigure le nécessaire travail de l'écriture, qui fait partie pour le coup de nos tâches de professeurs de français. Tout ceci appelle à travailler en particulier à l'école avec le numérique, la prévision et la révision. Alors, ce qu'on a à faire aussi, je crois, c'est apprendre à écrire à plusieurs, à se nourrir du texte de l'autre, à l'enrichir, à interagir, à entrer dans des dynamiques de travail collaboratives, dans la dynamique de l'intelligence collective. Et puis, on l'a vu à travers plusieurs productions ivoires, apprendre à utiliser toutes les ressources de la textualité numérique, désormais multimodale, mots, sons, photos, vidéos, hyperliens, gifs, émoticônes, etc., pour s'exprimer, penser, interpréter, créer. Ce qui est à changer aussi peut-être, c'est un autre défi, c'est favoriser de nouvelles relations au savoir. Traditionnellement, l'école véhicule une vision patrimoniale de la culture, sacralisée, écrasante, fermée, où l'on doit par exemple, s'agenouiller devant le génie Molière, comme dans ce tweet récent d'Eduscol, le génie Molière. Oui, mais une autre conception pardon, de la culture est possible, une conception de la culture plutôt comme un bien commun, ouverte, vivante, contributive, où chacun, enseignant et élève, peut circuler et agir librement pour devenir à son tour créateur de savoir et de production culturelle, ce qui suppose d'ailleurs de favoriser à l'école des pratiques de publication, et je dirais même plus, des pratiques de publication ouvertes, en ligne, à les publier en ligne. Cela suppose comme la clergie des sorbonnicoles d'autrefois, pour reprendre les mots de Rabelais, la clergie qui est la nôtre, il y en a une encore aujourd'hui, hein, ça suppose que notre clergie renonce un petit peu à son autorité pour accepter de partager son expertise et pour même faire advenir de l'expertise chez les élèves. Mais cela implique tant de bonheur. Ça, c'est un bilan ivoire d'année passée dans le projet par un élève, Arthur. On leur avait demandé à la fin quels intérêts ils avaient trouvé à ces écritures d'appropriation et à ce travail numérique.
outre l'engagement dans le travail scolaire, vous voyez combien Arthur souligne combien ce travail numérique de création et de réflexion a transformé son rapport à la littérature, dans laquelle chacune est amenée à circuler pour l'augmenter et l'actualiser avec les autres, devant les autres, pour les autres. Bref, avec le numérique, moi j'appelle à une chose, et c'est ça pour moi l'humanisme numérique, c'est autoriser les élèves à s'emparer de la littérature. Avec le numérique, c'est les auctoriser les élèves pour les amener à participer à la littérature, pour inventer ce qu'on pourrait appeler une littérature participative, une wiki-littérature. J'arrive au bout, je pense, on va garder quelques minutes pour des questions. Je vais arrêter peut-être mon partage d'écran pour remettre ma caméra et peut-être y aura-t-il des réactions. À vous la parole.